Ok, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent mes travaux, je m'appelle Léo Lavore. J'ai commencé ma thèse il y a 1 an et demi à peu près, sous la direction de Marc Oliver et le co-encadrement de Yann Bunel et Fabien Autrel. Hop, je mets les références au début des slides, donc n'hésitez pas quand elles seront diffusées à aller voir si ça vous intéresse. Donc la présentation va être orientée en 3 parties. Je vais représenter le contexte, notamment pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que je fais. Je vais vous parler d'une mise à jour du papier que j'avais déjà présenté il y a 6 mois, donc un survey sur les systèmes de federated learning pour la détection des intrusions. Parce que ce papier a été soumis en novembre et accepté là en mai après moult corrections. Donc je vais faire une mise à jour là-dessus. Et en dernière partie, je vais vous parler de ce qu'on a commencé à mettre en place pour la suite de la thèse. Alors la situation, c'est un petit peu la même à chaque fois, hein, qu'on représente en boucle. De plus en plus de réseaux qui sont interconnectés, de plus en plus de services, des appareils qui n'étaient pas censés à la base être exposés sur Internet et qui vont avoir plein de vulnérabilités, un nombre d'attaques qui augmente à chaque fois, etc. Je vous la refais pas. Nous, les objectifs, du coup, pour répondre à cette situation, c'est d'abord de collaborer. Comment? En partageant de l'information. Mais en partageant de l'information, on ne veut pas partager de l'information qui serait sensible, donc on veut la protéger. Et on veut aussi, dans le même temps, améliorer la performance des systèmes de détection automatisés. Et tout ça le plus vite possible, parce que si on laisse trop de temps aux attaques, ça sera forcément pas bon. Les deux approches de la littérature qui sont un petit peu tendance en ce moment, enfin depuis plusieurs années maintenant, c'est le machine learning pour la détection d'intrusion, qui rencontre de gros problèmes, notamment lorsqu'on les entraîne sur des données capturées localement, des problèmes en termes d'exhaustivité de données, des biais, ce genre de choses. Pour augmenter le nombre de données, ça fait aussi plusieurs années que des gens travaillent sur des systèmes collaboratifs, dont la majeure partie fonctionne en centralisant la collection de données en un point unique pour lancer un algorithme dessus. Le problème de ces systèmes-là, c'est que d'une part, il y a une centralisation, et d'autre part, on va avoir une forte consommation de bande passante et une latence qui est induite par ça aussi, à force de transférer des données. Donc en 2016, Google a introduit le principe d'apprentissage automatique fédéré, donc Federated Learning, dont l'objectif est de distribuer l'apprentissage localement. Donc on va réapprendre sur des données locales et partager non pas les données, mais le modèle, donc l'abstraction qui est générée par l'algorithme à partir des données locales. L'avantage, c'est qu'on va continuer de virtuellement augmenter la taille du dataset d'apprentissage, tout en ne partageant pas les données qui sont sensibles du coup. Et donc à droite, là, vous avez une représentation de ce à quoi pourrait ressembler un système comme ça pour un cas d'usage ici, détection d'intrusion dans le contexte de l'IoT industriel. Donc avec en bas les systèmes IoT connectés à une passerelle qui va capturer tout le trafic, et un cycle d'apprentissage, donc qui commence par l'initialisation d'un modèle tout en haut ici, le partage de ce modèle à tous les participants. Le modèle va être réentraîné sur les données locales, partagé à nouveau dans cette entité de fédération. Je ne précise pas forcément son fonctionnement parce que il y a plein d'approches, mais le principe est le même. Tous les modèles vont être fusionnés entre eux avec des propriétés mathématiques et redistribués. Et de manière itérative, comme ça, on va pouvoir améliorer la précision de tous les modèles locaux. Donc dans le papier dont je parlais dans l'introduction, on a essayé de structurer un petit peu ce domaine-là parce qu'il est quand même très émergent. Et donc on a remis sous la bannière de Federated Intrusion Detection System, donc les systèmes dont je vous parle depuis tout à l'heure, donc à savoir des systèmes basés sur du machine learning qui utilisent les approches fédérées pour agréger les modèles entre eux. On considère aussi l'apport externe de données autre que par les participants, donc par exemple avec des datasets déjà préparés, des datasets publics ou des honeypots. Un fonctionnement automatique, ou en tout cas semi-automatique, lorsqu'ils incluent en particulier des stratégies de mitigation, parce qu'on veut bien évidemment garder l'opérateur dans la boucle.
Alors le papier, donc c'est une revue de littérature qui a analysé 22 approches différentes pour proposer, avec une méthodologie très structurée, donc Systematic Literature Review, et qui propose 4 contributions, donc des approches à la fois quantitatives et qualitatives, c'est-à-dire à la fois le nombre de papiers, où est-ce qu'ils sont publiés, et ce qu'ils contiennent pour l'analyse des données. Proposer une architecture des références et une taxonomie qui permettent à la fois de designer, mais aussi de comparer et de classifier les différentes approches. Et bien évidemment, presque le plus important, l'identification des open issues et des questions de recherche qui vont avec. Et tout ça, ça se matérialise sous la forme de 3 questions de recherche que cette étude a tenté de répondre. Donc la première, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ce type de système et pour quelles applications. La deuxième, c'est quelles sont les différentes architectures entre ces systèmes fédérés. Et la troisième, c'est finalement comment se comparent les différentes approches, à la fois en termes de performance, de stratégie d'agrégation, de stratégie de transfert de modèles, de partage, etc. Les résultats de l'analyse quantitative, on montre assez facilement en fait que le domaine explose depuis, on va dire, 2018-2019, lorsque les premières approches ont été proposées. Il ne faut pas se fier trop à la partie à la droite de la courbe, puisque les données, on a arrêté de les collecter à la fin de l'été 2021. Donc il y a beaucoup de choses qui sont sorties depuis. En l'occurrence, quand j'ai fait ces slides, donc il y a quelques jours, ça avait déjà plus de doublé par rapport à tout ce qu'on avait collecté dans le papier en l'espace de même pas un an. Autre chose qui est très intéressant, c'est que comme le domaine est très émergent, en fait, on se retrouve avec une multitude à la fois de groupes qui travaillent dessus, mais aussi de domaines d'application. Et du coup, les publications sont très hétérogènes. On va avoir des choses forcément orientées autour de tout ce qui est réseau IT, mais aussi après qui vont se découper dans tous les sous-domaines, donc l'IoT, les systèmes, les véhicules autonomes, etc. Je vais vous passer un petit peu la table barbare du papier, mais ça me permet quand même de vous parler de certaines choses qu'on observe, notamment l'utilisation prédominante des réseaux de neurones dans les approches de détection. Déjà parce que la littérature du machine learning tend vers ça, parce qu'ils sont capables de traiter beaucoup de données très complexes et donc de caractériser des choses très intéressantes, mais aussi parce que leur structure sous forme de neurones permet de les partager et de les fusionner assez facilement, et surtout avec beaucoup de contrôle, parce qu'on peut partager que certaines couches, par exemple, de notre réseau. Donc c'est très intéressant pour ce type d'approche. On remarque aussi que la grosse majeure partie se concentre sur du trafic réseau en entrée, donc plutôt NIDS que HIDS, même s'il y a quand même des approches qui vont dans ce sens. Et dernière chose intéressante, c'est que comme le domaine est très jeune, la majeure partie des papiers l'implémentent avec le moins de modifications possibles, donc notamment la partie fédération et agrégation de modèles, où beaucoup réutilisent ce qui a été publié dans l'état de l'art initialement, sans aller plus loin. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à lire le papier qui sera partagé prochainement sur les sites de HR. Donc les directions de recherche et les challenges qui sont identifiés par la communauté, ça va se résumer autour de la performance, forcément. Tout ce qui tourne autour de la détection, on essaie d'avoir un résultat absolu, avec quelques pistes. Notamment, il y a Hassan qui nous a parlé des GAN tout à l'heure. C'est aussi identifié ici. Des pistes sur analyser l'impact des hyperparamètres. En machine learning, on en parle beaucoup, mais aussi du coup de ce qu'on va appeler les métaparamètres. Donc tout ce qu'il y a sur la partie agrégation et architecture qui peuvent impacter la performance. Et aussi toutes les approches autour de l'analyse comportementale. Deuxième point, c'est l'adaptabilité et le passage à l'échelle. Notamment lorsqu'on agrège des modèles avec un grand nombre de clients, on se retrouve avec des limites. Plus on va tendre vers un résultat constant. Donc, comment est-ce qu'on sélectionne les clients, par exemple, mais aussi comment est-ce qu'on leur donne un poids différent en fonction de leur réputation, en fonction des problématiques de confiance, etc. Et adaptabilité avec les environnements contraints, notamment, puisque ça va forcément influer sur la capacité des appareils à partager les données. Troisième aspect, c'est la transférabilité. Donc par là, on entend la capacité d'un modèle à s'appliquer à un autre cas d'usage, notamment c'est ce qu'on appelle transfer learning,
Et ça, donc c'est intéressant de savoir à quel point on peut fédérer dans la même fédération des appareils enfin des participants qui ont des cas d'usage différents ou en tout cas des données différentes en entrée. Quatrième aspect, la sécurité, en particulier la sécurité des modèles. Déjà parce que même si c'est une abstraction des données, on peut quand même faire de la rétro-ingénierie dessus. Mais aussi parce que si c'est un système ouvert, n'importe quel participant peut partager des modèles qui sont empoisonnés, par exemple. Comment est-ce qu'on les détecte? Comment est-ce qu'on fait pour passer outre, etc. Et le cinquième aspect, qui est très, très creux dans la littérature, c'est toutes les problématiques d'autodéfense, d'auto-résilience avec l'automatisation de stratégies de mitigation. Donc ça, il y a un papier dans la littérature étudiée qui en parle, et c'est encore très, 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 très restreint, quoi. Voilà. Donc à partir de cet état-là, on a décidé de se concentrer en particulier sur les problématiques d'hétérogénéité. Donc ça rejoint en particulier ce que je disais sur la transférabilité des modèles. Ça rejoint aussi, ça touche au passage à l'échelle, parce que quand on a plein de clients, on a aussi plus de chances d'avoir des clients différents. Et enfin, les aspects de sécurité, parce qu'une des techniques les plus intéressantes, ça va être de pondérer les modèles en leur donnant du poids. Et c'est une approche aussi qui peut être très intéressante pour attribuer de la confiance à des clients ou non. Les contraintes qu'on va se rajouter, donc c'est soit des contraintes qui viennent de l'état de l'art, soit des discussions avec les industriels. La première, c'est le fait que tous les datasets sur lesquels ces systèmes-là sont évalués dans la littérature ont été créés pour des approches locales, donc un algorithme, un réseau. Et du coup, ils ne sont pas du tout représentatifs des conditions réelles où les différents participants à une fédération, on va avoir chacun une architecture réseau différente, des topologies qui vont varier, des services qui vont être différents, etc. Donc on va rajouter cette contrainte-là et essayer de s'intéresser à savoir comment est-ce qu'on améliore les systèmes pour combattre ça. Deuxième contrainte, c'est justement le fait que les données peuvent être très hétérogènes. Par exemple, on peut imaginer une organisation qui travaille sur du trafic réseau, donc données collectées dans un SOC, par exemple. Une organisation qui travaille plutôt autour avec un CERT, analyse de malware, ce genre de choses, et une autre avec des données type CTI. Donc là, on a des données qui sont extrêmement hétérogènes. Comment est-ce qu'on les corrèle? Comment est-ce qu'on apprend avec tout ça? Ce sont des questions très intéressantes. Et la dernière contrainte, ça c'est plutôt un constat, c'est-à-dire que les approches supervisées, elles ne sont pas du tout adaptées pour faire la détection d'intrusion, surtout dans ces ampleurs-là. On n'aura jamais assez de personnes pour labelliser les données qui arriveront en entrée dans le système. Et surtout, dès qu'on va varier un peu trop du dataset représentatif d'entraînement, on va atteindre des limites. Hop. Et du coup, les questions de recherche qui vont nous intéresser, c'est qu'est-ce qu'on met dans un modèle pour qu'il soit transférable d'un client à un autre, en termes de features notamment. Comment est-ce qu'on fédère des modèles hétérogènes en un modèle unique, ou en tout cas une structure unique de modèles différents. Et enfin, comment est-ce qu'on pondère, comme je le disais tout à l'heure, les différentes sources en fonction de quels paramètres. À la base, dans ma thèse, on s'était intéressé à 3 cas d'usage qui reposaient sur presque 3 partenaires. Donc on avait les réseaux IT avec Airbus, on avait avec EDF tout ce qui était lié autour des systèmes industriels, et avec BNP tout ce qui était orienté sur les bâtiments intelligents. On a décidé de se concentrer sur les réseaux IT pour l'instant, déjà parce que c'est beaucoup plus facile pour nous à l'heure actuelle de travailler dessus, puisqu'on a la cyberrange dans nos locaux, dans la chaire, qui nous permet du coup de générer ce type de système. Et donc les objectifs, là, ça va être de partir le plus petit possible. Donc on va commencer par générer des topologies, des topologies réalistes, mais avec le moins de services possible pour qu'ils ne soient pas trop complexes à traiter. Des scénarios d'attaque par topologie, donc ça peut être, là je donne des exemples, DDoS, énumération, mais pas des attaques trop complexes. Et dans les topologies, des services qui vont bien, qu'on peut retrouver en industrie, donc des services de mail, des services de web, ce genre de choses. Ensuite, on va essayer d'évaluer les approches de l'état de l'art dessus. Donc,
prendre celles qui sont les plus performantes dans les retours du survey dont je parlais tout à l'heure, et essayer de les réimplémenter sur ces données qui sont du coup représentatives du cas d'usage, mais pas les données sur lesquelles les approches ont été évaluées, et proposer des améliorations, notamment en termes de pondération, comme je le disais. À droite, vous avez un aperçu un peu barbare de la topologie fournie par Airbus initialement, donc Cygen, qu'on a adapté pour pouvoir collecter les données sur tous les services, et à la fois en termes de trafic réseau et de données hautes, en sachant qu'on n'exclut pas non plus d'utiliser les datasets les plus répandus dans la littérature. Donc, je pense notamment à NSLKDD, UNSW-NB15 et la série des CIC-IDS, de sorte à pouvoir comparer ensuite nos nouvelles approches avec les approches de l'état de l'art sur leur dataset à eux, même si on sait du coup maintenant qu'ils ne sont pas réalistes. Et pour la pondération, il y a aussi des choses qui nous intéressent ici, donc notamment la qualité des données. Comment est-ce qu'on est capable de qualifier la qualité des données en entrée sur lesquelles le modèle est entraîné. Donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à définir, mais ça peut être très intéressant pour donner plus de points à un modèle dont on sait qu'il a été entraîné sur des meilleures données, plus représentatives. Deuxième point, c'est ce qu'on a qualifié de cybermaturité. Mais c'est quelle confiance je peux donner dans les données d'un client. Par exemple, on va pouvoir assez facilement considérer qu'un participant qui a une bonne maturité cyber a un trafic avec moins d'attaques potentielles, etc. Donc quelque chose de plus représentatif d'un comportement nominal. Et enfin, des stratégies autour de métadonnées sémantiques qu'on viendrait rajouter au modèle pour lui redonner un peu plus d'informations et qui permettrait de créer des modèles un petit peu à la carte. C'est-à-dire, je sais ce que contient le mien, je sais ce que je cherche pour le compléter, que proposent mes partenaires pour résoudre ce cas d'usage. Et ici, c'est un petit peu la structure, l'architecture technique de comment tout ça s'implémente. Donc avec en rouge la partie orchestration et en jaune tous les blocs qui sont tous indépendants pour donc la collection des données, le traitement local et le partage à droite. Donc ça, c'est une structure qu'on a commencé déjà à implémenter et l'objectif, c'est de l'utiliser ensuite pour dérouler les différentes expérimentations dont j'ai parlé. Voilà, donc si on veut conclure rapidement, c'est un domaine qui est très récent et très tendance, si je peux me permettre le terme, dans la littérature, mais qui est encore trop jeune, donc ça manque encore de structure. On a essayé de le faire avec le survey, et maintenant on va essayer de passer d'une approche non plus centrée sur le cas d'usage, comme c'était le cas avant, mais centrée sur les méthodes, évaluer les méthodes et les stratégies, et ensuite les appliquer. Et donc là, on se concentre sur la partie hétérogénéité pour les expérimentations à venir. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, ouais, j'ai une première question. Thomas, tu poser la première question. Oui, j'ai une question en fait. Non, mais s'il y avait quelqu'un, un industriel ou autre, qui voulait poser d'abord une question. Non, bah vas-y, c'était moi. Donc, Ok. Donc, moi, en fait, c'est un peu une question un peu méthodologique aussi, une réflexion que j'ai. Je ne veux pas relancer le débat supervised, unsupervised, mais à un moment, on a bel et bien besoin, au moins pour tester la qualité des démarches, de collecter des datasets dans lesquels on a des trafics normaux et des trafics d'attaque, pour lesquels on sait que c'est ce que l'on veut détecter. Et donc, ça, on y coupera. De mon point de vue, je n'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment y couper. Et en fait, l'idée un peu, je dirais, image d'Épinal, qui a un ingénieur à la main qui labellise les exemples d'attaque, je ne sais pas, mais concrètement, c'est plus comme ça qu'on procède. On met un générateur d'attaque, des modules Metasploit ou autre, et de toute manière, le flux qui sort de ces modules-là, on le trace, on sait l'identifier, et c'est des attaques. Et donc, du coup, la vision de dire que l'étiquetage coûte cher, j'ai vraiment, en fait, je me pose un peu une question un peu fondamentale vis-à-vis de ça, qui est que est-ce qu'on n'est pas en train de se focaliser sur un clivage, le supervised, non-supervised, qui n'est pas vraiment la question. La vraie question, c'est aura-t-on des exemples d'attaques en quantité suffisante, soit pour l'entraînement, soit pour l'évaluation? Et à l'heure actuelle, quelle est réellement la procédure pour les obtenir? Est-elle si manuelle que ça?
est-elle réellement plus coûteuse que la capture d'un trafic dit normal? C'est ça un peu fondamentalement mes interrogations actuelles. Ouais, c'est très très bonne question. Je suis tout à fait d'accord. Alors, en l'occurrence, moi, je fais la différence déjà entre le trafic généré pour l'évaluation d'un algorithme et le trafic généré pour son entraînement. À savoir que si on a un entraînement qui est dit online, donc en continu et qui va s'adapter à la vie du système, pour cet entraînement, on aura besoin, enfin, on ne pourra pas avoir de données labellisées parce que l'objectif, ça va être justement d'écouter le contenu. Et donc, On à peut moins générer d'avoir un cette autre. activité. Enfin, il est online, mais Euh, qui dit que le flux doit forcément venir de l'extérieur? On peut le générer, ce flux de l'apprentissage online. Alors, là, alors oui, non, je parle plutôt j'ai mon système qui est déjà vivant et je veux entraîner mon algorithme sur ce système en particulier parce que c'est celui-là qui va m'intéresser après pour la détection, plutôt dans ce sens-là. Et ce système vivant, bah, je vais pas m'amuser à lancer des attaques dedans euh, pour, euh, pour enchérir mon modèle. Donc l'approche non supervisée pour ce type de cas d'usage est plutôt pertinente. Et le deuxième point, c'est si j'ai comment dire, les approches supervisées sont pas très adaptées pour détecter des attaques qu'on ne connaît pas. Bah, c'est un petit peu le plus gros problème auquel on fait face dans les systèmes déployés. Donc c'est aussi le second choix qui motive cette approche-là. Enfin, juste par rapport à ça, enfin, on retrouve dans les modèles des choses un peu hybrides à base d'auto-encodeurs qui, visuellement, les auto-encodeurs sont des fois associés au trafic non supervisé, enfin, aux traditions non supervisées, sauf qu'on les utilise comme des classifiers. Je pense que, enfin, moi personnellement, mon avis, c'est que cette distinction supervisée-non supervisée est actuellement quelque chose qui est peut-être dangereux à maintenir comme clivage, dans le sens où la vraie question, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ai-je des données d'attaque dans la partie entraînement? Et surtout, c'est quelle est la nature du verdict? Parce que ça, c'est un point qui est hyper important. C'est est-ce que j'ai un verdict juste binaire ou est-ce que j'essaie de construire un verdict qui identifie la nature de l'attaque? Et en fait, ça, cet aspect-là, en fait, en ce moment, on le met un peu sous le tapis, sous l'argument que non, non, mais supervisé, non supervisé, c'est le truc qu'il faut regarder. Je pense, moi, personnellement, je trouve qu'il faudra plutôt arriver à se focaliser sur l'aspect qu'est-ce qu'on cherche réellement à prouver, quoi. Enfin, Oui, moi, on revient par sur. rapport à l'argument, enfin, il y a des systèmes réels qui sont soumis à des phases d'audit. Dans les phases avant mise en production, on peut avoir des phases de pen testing. C'est des choses qui existent en vrai, hein. Je pense qu'il faut vraiment qu'on regarde, qu'on mette vraiment à plat de manière un peu objective les arguments, parce que j'ai un peu l'impression que, c'est la communauté académique qui le fait, mais bon, voilà. Je voulais juste dire ça pour amener cet élément de réflexion. Parce qu'en ce moment, c'est vrai, en effet, on entend exact, c'est ce discours-là qui est le discours prépondérant et qui, du coup, est rarement argumenté. Je te rejoins là-dessus. Ça revient à vraiment une question d'objectif. En l'occurrence, nous, on a essayé de restreindre le cas d'usage suffisamment pour qu'il n'y ait qu'une approche qui soit pertinente. Mais c'est vrai qu'il ne faut absolument pas fermer les autres opportunités. Oui, non, non, je ne remettais pas en cause. C'est une thèse. Hein. Là, je parlais plutôt de réflexion au niveau de la communauté. C'était que la communauté, il ne faudrait pas qu'elle se ferme cette vision-là. Tout à fait d'accord. Merci. Ouais, du coup, merci pour la présentation. Ouais, en fait, j'ai du coup peut-être deux questions. En fait, quand on voit le federated learning, d'habitude, on le voit aussi couplé avec notion de chiffrement, confidentialité, enfin, de differential privacy, des choses comme ça. Et tu n'en as pas trop parlé dans l'exposé. Est-ce que c'est caché ou est-ce que tu l'as pas trop Ouais, tout à fait. Donc moi je l'ai pas trop abordé et il se trouve ici, caché sous sécurité, etc. Et je l'ai pas dit à l'oral. C'est vrai que toute la dimension, donc chiffrement homomorphe par exemple, multi-particle computation pour ne pas donner confiance à un seul tiers pour traiter les données, etc. C'est plein de sujets qui sont corrélés, on va dire. Mais c'est pas le sujet sur lequel nous on a décidé de nous concentrer. C'est pour ça que j'ai pas élaboré dessus.
mais dans la communauté, en tout cas, c'est très présent. Et du coup, sur le volet, donc c'est l'apprentissage fédéré, donc il y a plusieurs entités. Si l'une des entités elle est un peu malveillante et qu'elle cherche à inférer les autres ou à déduire les données, comment est-ce que ça s'est regardé? Dans la communauté, les approches, il y en a plusieurs, je ne serais pas capable de tout citer. Mais là, de tête, ce qui me revient, c'est déjà d'étudier les petits changements en fait, à chaque itération. Observer s'il y a un modèle qui dévie particulièrement des autres. Parce que si on a une attaque comme ça, une tentative d'empoisonnement, à moins que, je ne sais pas, 30% des participants soient malveillants, on va forcément avoir un participant qui va avoir tendance à dévier. Et ça va être vrai que ça soit pour quelque chose de volontaire, donc quelqu'un qui essaye d'empoisonner, ou simplement quelqu'un dont le cas d'usage est tellement loin, ou en tout cas dont la configuration est tellement mauvaise, que les données qu'il apporte sont de toute façon mauvaises. Et donc ça, c'est ce genre de choses qui peuvent être détectées par les comportements des modèles. Et qui d'EDF suit les travaux? Au début, c'était, comment il s'appelle, Soiti Seng, que j'ai croisé d'ailleurs à Récit Oui. la semaine dernière, qui m'a dit qu'il était entré en thèse. Donc là, actuellement, je crois plus qu'il y ait quelqu'un officiellement qui C'est pas investit bien, dedans. donc il faut qu'on mette quelqu'un. Avec plaisir pour rediscuter. Ouais, Le nom de... ça marche, avec plaisir. Oui, c'est ça. Donc, on a juste. Ah, on a Mourad et Nguyen from Ciao. Pierre. Oui, c'était les deux. Donc assure-toi, est-ce qu'il y a quelqu'un d'EDF? C'est une thématique qui nous intéresse. J'ai pas posé c'est une dernière question juste sur la curiosité par rapport à l'intégration des modèles. Comment est géré le fait que les observations, les vecteurs d'observation ne soient pas les mêmes? Je viens de réaliser, parce que là, on va fédérer les modèles. Et juste, c'est par pure curiosité, est-ce que c'est quelque chose qui a été, qui est bien mature, ça? Mais le fait qu'on ne fasse pas les mêmes observations, que déjà les systèmes ne contiennent pas les mêmes périphériques, les mêmes choses, comment on peut arriver à savoir les critères de savoir quand est-ce qu'on peut fusionner ou pas fusionner les modèles sont basés là-dessus, ou c'est quoi la philosophie par rapport à ça? C'est une très bonne question, et c'est un petit peu la question qu'on se pose aussi. En l'occurrence, la littérature, comme je disais, vu que la majeure partie des évaluations sont faites sur du coup le même dataset qui est juste partagé en morceaux, on ne se retrouve pas avec ces thématiques de j'ai pas le même point de vue que le voisin, ou j'ai pas la même topologie, j'ai pas les mêmes services, etc. Donc ça, on revient au problème d'hétérogénéité. Et donc c'est un peu la question à laquelle on a envie de répondre, quelle métrique on peut utiliser pour mieux agréger nos modèles. Il faudra qu'on discute un petit peu, parce que avec Hassan, tout ça, ça a été au cœur de nos discussions. Et il y a peut-être des choses qu'on peut vous donner que nous, on n'utilisera pas. D'accord, ça serait avec grand plaisir. Par rapport, en fait, notamment, Hassan avait beaucoup travaillé sur l'histoire de la décomposition functional, non-functional features, qui était une réflexion qu'avaient commencé les gens sur un SLKDD. Je pense que derrière ça, il y a des histoires de typage. Il y a tout un principe de typologie, de taxonomie des features, et que ça peut être un bon moyen pour avoir des critères de dissimilarité entre les observations, à un niveau structurel carrément. Enfin, je veux dire, bon, on ne va pas le faire maintenant, mais je pense que c'est un truc, il faudra qu'on voit si on peut discuter de ça. Oui, ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est vrai que je pense que ça rejoint complètement ce que j'essaye de faire, donc très intéressé. Je te remercie. Je vais t'envoyer un mail. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la présentation suivante. Donc,